Alors, grand 12, moteur asynchrone, donc l'abréviation c'est MAS, ou moteur à induction, comme disent les Anglais, ils doivent dire induction motor. Voilà. Et ce moteur, c'est à la fois le plus simple et le plus compliqué. Voilà. C'est le plus simple à fabriquer, extrêmement simple, et pour comprendre son fonctionnement, bah, c'est le plus compliqué. Et là, eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre déjà le fonctionnement de ce moteur. Et comme ce moteur marche avec un phénomène d'induction, eh bien, il faut d'abord que je vous fasse comprendre ce que c'est que l'induction. Allez, donc, paragraphe 12.1, phénomène d'induction. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène d'induction? Donc, on va le décrire expérimentalement, déjà. Donc, je vais prendre du noir, tiens. On va du bleu, on va faire du bleu. Donc, en fait, le phénomène d'induction, ça se met en évidence comme ça. On prend une spire, c'est-à-dire un bout de fil électrique comme ça, qui a juste une spire. Donc, c'est quelque chose que vous avez fait en TP. Et puis ensuite, on va décider d'approcher de... Alors déjà, on va mettre un appareil là. Voilà, on met comme ça. Et on a un appareil ici qui va mesurer la tension. U. Au bord de la spire. Et comme la spire, c'est un bel fil, bah, normalement, on obtient que la tension ici vaut 0. U égale 0. Voilà. Mais en fait, il se produit le phénomène suivant. C'est que si j'ai un aimant et que je l'approche par le dessous de la spire, ici, voilà, tourneur sud, comme ça. Et bien cet aimant donc produit du champ magnétique, hein, avec du flux de champ magnétique qui traverse la spire, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on approche l'aimant, voilà, et bien au moment où on approche l'aimant, la tension ici n'est plus égale à 0. Elle va être soit positive, soit négative, on va réfléchir à ça après, en fait. Voilà. Et juste le fait de bouger l'aimant, en fait, à côté de la spire, c'est-à-dire de changer, de faire varier le champ magnétique, là, qui est au milieu de la spire, eh bien, ça crée une tension ici qu'on appelle une tension induite. Voilà. Et généralement, quand on approche l'aimant, ça fait une tension positive, quand on l'éloigne, ça fait une tension négative. Et si on renverse le pôle sud et le pôle nord, eh bien, ça renverse les signes de tension, c'est-à-dire quand on approche, ça fera une tension négative, et quand on éloigne, une tension positive. Voilà. Alors, ce phénomène-là, donc, le phénomène d'induction, il tient à une formule mathématique, donc c'est toujours la théorie de Maxwell et les équations de Maxwell. Maxwell il a résumé tous ces phénomènes par une équation super sophistiquée qui dit ça. Qui dit que rotationnel de E égale moins dB sur dt. Donc on appelle ça une équation locale, puisqu'en fait c'est valable en chaque point de l'espace. Et elle veut dire quoi cette équation? Eh bien elle dit, alors on pourrait croire comme ça, c'est que le champ magnétique a tendance à créer un champ électrique qui tourne autour du champ magnétique qu'il a créé. Voilà. Oui, je vous rappelle, j'ai oublié de le rappeler, mais au tout début, là, je vous avais décrit cette équation-là. Rotationnelle de B égale mu0J. Donc celle-ci, elle ressemble. Hein. Et cette équation, elle disait que le champ magnétique a tendance à tourner autour du courant qui crée ce champ magnétique. On avait pris le cas d'un fil qui monte comme ça, et on avait vu que ça faisait un champ magnétique qui tourne comme ça autour du fil. Voilà. Eh bien, cette équation, hein, c'est le même opérateur mathématique, elle dit qu'il y a un champ électrique qui tourne autour de B, on a l'impression. Mais en fait, c'est pas B, hein, c'est plus subtil, c'est dB sur dt. Voilà, puis un signe moins, bon, on verra le signe moins après. Eh bien, ça, dB sur dt, c'est pas le champ magnétique, en fait, c'est ce qu'on appelle la vitesse de variation du champ magnétique. C'est-à-dire que si le champ magnétique est constant, en gros, si l'aimant ne bouge pas, eh bien, le champ magnétique vu par la spire est constant. Et donc, B est constant, et quand on le dérive, quand on fait sa vitesse de variation, ça fait 0, et donc ça ne crée pas de champ électrique, et c'est pour ça qu'ici on mesure 0. Par contre, dès que l'aimant bouge, eh bien le champ magnétique, on va dire au milieu de la spire, il se modifie, et quand il change, eh bien la vitesse de variation de B est non nulle, et ça crée du champ électrique, et le champ électrique ensuite crée des forces sur les charges électriques, hein. Donc la force électrique, on l'avait dit aussi en intro, je crois, c'est F égale QE, comme ça. Et donc cette force va pousser les électrons ou les charges électriques qui sont dans le fil, et quand ça pousse, eh bien c'est ce qui finit par créer une tension. Une espèce de force qui pousse les charges pour circuler dans un sens plutôt qu'un autre. Alors ça, on va décrypter complètement cette équation, parce qu'on va en avoir besoin après pour comprendre le moteur asynchrone. Donc en fait, si j'ai mon pôle nord qui est ici, vous vous souvenez que le champ magnétique sort par le pôle nord. Donc ça veut dire qu'il va ramener ici au milieu de la spire, on va raisonner au milieu de la spire, eh bien un champ magnétique que je vais diriger comme ça dans le sens de l'aimant, et que je vais appeler le B à l'instant t. Voilà. Maintenant, si je suis dans une phase où j'approche l'aimant, eh bien, si l'aimant s'approche, ça veut dire que le champ magnétique va devenir de plus en plus intense. Là. Ça veut dire qu'à un instant plus tard,
eh bien le champ magnétique sera plus important. Alors le champ magnétique, à l'instant plus tard, je vais le faire peut-être d'une autre couleur. Je vais peut-être manquer de couleur, sinon... On va le garder comme ça en vert, mais il est comme ça. Voilà, c'est le même, mais il est plus long. Et ça, on va dire que c'est le champ B à l'instant T plus dt. Voilà, il a grossi. Et donc, s'il a grossi, eh bien, ça veut dire qu'il a varié d'une quantité vectorielle ici, qui est le vecteur qui relie les deux bouts des flèches. Et cette variation, c'est ce qu'on appelle dB. C'est lui qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce dB, il a été produit pendant l'instant dt, mais on le divise par le dt qui lui a donné, qui lui a permis de varier. Voilà. Et ça fait dB sur dt. Donc dB sur dt, c'est ce vecteur-là dont on a changé la taille. Mettons, je sais pas, il va être plus grand. Allez, je vais le mettre en rouge, lui. Mettons qu'il soit comme ça, je sais pas. Je le recentre aussi parce que au centre de la spire, parce que tout ça, ça se passe au centre de la spire. Donc en fait, dans ce cas-là, on a le dB sur dt qui est comme ça. Et du coup, dans l'équation, moi, j'ai pas besoin de dB sur dt, j'ai besoin de moins dB sur dt. Bien, moins dB sur dt, dans ce cas-là, si dB sur dt est dans ce sens, moins dB sur dt est dans l'autre sens. Voilà, donc je le mets comme ça. Et celui-là, c'est moins dB sur dt. Voilà, on va faire passer la spire devant, parce qu'ici c'est devant, là-bas c'était derrière, ça me va. Et donc maintenant, on va essayer de savoir dans quel sens va tourner le champ électrique. Eh bien, le champ électrique, je prends la règle de la main droite, comme ça, et le champ électrique, il va tourner comme ça, autour de moins dB sur dt, avec la règle de la main droite. Donc en fait, il va pousser les charges comment? Enfin, il va faire du champ électrique qui est dans ce sens-là, donc il va pousser les charges comme ça. Et ça veut dire qu'en fait, ici, on va se retrouver avec un plus, et ici un moins. Et le champ E, je vous le fais, c'est un champ qui tourne, hein, il est comme ça. Voilà. Et il pousse les charges électriques qui sont dans le fil, dans ce sens-là. Et les charges électriques, donc là, voilà. Là, les charges électriques ont tendance à vouloir donc s'échapper de ce fil-là pour aller vers celui-là. Donc ça veut dire que ça sera le plus du générateur, et ça sera le moins. Puisque à partir d'ici, les charges ont envie d'aller du plus au moins, et parce qu'elles sont poussées ici par un phénomène d'induction produit par l'aimant qui avance. Donc on peut montrer de la même manière que si on avait fait reculer l'aimant, eh bien, si on avait fait reculer l'aimant, au lieu que le dB soit comme ça, il aurait été dans l'autre sens, le dB sur dt aurait été dans ce sens, et le moins dB sur dt dans ce sens-là, et le champ électrique aurait tourné dans l'autre sens, et on aurait trouvé le plus ici et le moins ici. C'est ça le phénomène d'induction. Et c'est avec ça qu'on fabrique l'électricité sur Terre, puisque en fait, bon, quand on fait un alternateur, l'idée c'est de faire tourner un aimant à côté d'une bobine ou plusieurs bobines si on veut faire des sinusoïdes triphasés. On peut montrer aussi avec ce système-là que si on fait tourner l'aimant, eh bien la tension qu'on recueille ici, c'est une tension sinusoïdale. Bon, maintenant que vous connaissez le phénomène d'induction, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire voir le principe de fonctionnement du moteur asynchrone.